effectivement que Malo côtoie les médecins, qu'il a côtoyé les fous et qu'il en a eu peur. À un moment donné, il a eu peur de voir toute cette diversité et que ça l'a effrayé. Mais il dit aussi une chose qui a retenu mon attention, c'est ça. Concernant l'anecdote dont il a été question ce matin, l'anecdote que son père relatait. Plus que personne aussi, mon père avait la conviction que son ami, le notaire, était incontestablement sain d'esprit. Pour être brusque et fantasque, finalement les caractéristiques de ces mérites dont on parlait ce matin, pour être brusque et fantasque, il n'en résulte pas qu'on est fou. Alors quoi? C'était des points d'interrogation quand on parlait de cette aventure, pour nous, romanesque, qui ne recevait jamais de réponse. Alors, bien sûr, moi, ce qui m'a intéressé dans cette citation, c'est la question du romanesque. Parce que n'oublions pas qu'Hector Malo, c'est avant tout... Hector Malo n'est pas médecin, il est écrivain. Et cette question du romanesque, elle est extrêmement, me semble-t-il, elle mérite attention, parce que comment est-ce que le thème médical peut se transformer en romanesque? Il me semble que ça mérite effectivement attention. Alors, le motif médical, vous le comprenez, fournit tout de suite une galerie de personnages, donc des malades, des médecins et des pharmaciens. Je ne sais pas s'il y en a dans notre assemblée, je sais qu'il y a des médecins, il y a une pharmacienne, voilà, et des pharmaciens. Je rapporterai tout à l'heure un épisode sur un pharmacien, donc il y a des pharmaciens, il y a des lieux spécifiques, mais des lieux spécifiques qui ne sont pas n'importe quel lieu, la chambre, donc le lieu de l'intimité, ou alors l'asile, donc ce lieu dont on a déjà dressé les contours ce matin, des intrigues plus ou moins tragiques, puisque la maladie, bien sûr, peut être extrêmement tragique, avec l'incertitude du dénouement. Donc on voit bien que le thème médical peut être un thème extrêmement porteur quand on est écrivain. Surtout quand on a les histoires toutes faites qui sont données par la famille, on va dire. Donc, à ces éléments que je viens de lister, il faut ajouter, me semble-t-il, la question des divers intérêts, enfin des intérêts plutôt des divers personnages dans des relations de pouvoir. Parce que lorsqu'on parle de malade et de médecin, on parle de soins et de guérison, forcément. Mais le soin et la guérison vont permettre la confrontation de deux pouvoirs. Le pouvoir médical normal, celui du savoir scientifique du médecin d'une part, mais aussi le savoir religieux, parce qu'on l'a vu ce matin, enfin le pouvoir religieux, pardon, parce qu'on l'a vu ce matin, le soin, et encore à l'époque de Malo, encore plus vrai qu'aujourd'hui, le soin était en partie confié aux congrégations et à tout ce personnel, disons, qui avait la vocation de soigner. Je ne remonterai pas à Saint-Vincent-de-Paul, etc., comme on a appris à l'école. Donc souvent, les religieux sont propriétaires des asiles, ils dispensent les soins quotidiens aussi pour nombre d'entre eux, et à cela s'ajoute le fait que la guérison, parce que si elle doit beaucoup au savoir-faire des médecins et à la qualité des soins, elle dépend aussi de Dieu. Comme le rappelle le docteur Kerfon dans Le mari de Charlotte. Alors, le docteur Kerfon arriva de bonne heure et se montra assez rassuré. Il arrive au chevet d'un père mourant. « Vous êtes certain que mon père guérira de cette maladie? Je l'espère, et je puis vous promettre que nous ferons tout pour cela. Je ne suis pas dans le secret de Dieu. Je le pensais, Dieu le guérit, a dit Ambroise Paré. La nature a des mystères que nous ne pouvons sonder d'une main sûre. Tout ce que je puis vous dire, c'est que j'ai bonne espérance. Cependant, il faut voir. » Le suspense donc de cette hypothétique guérison entraîne à son tour les incertitudes de l'héritage. On voit ainsi se dessiner en cascade entre pouvoir médical, pouvoir religieux et pouvoir administratif et judiciaire. Maintenant que j'ai entendu tout ce qui a été dit ce matin, j'allais dire seulement judiciaire, mais maintenant je dis administratif et judiciaire. Donc un jeu qui va mobiliser un cercle de personnages bien plus large que celui des malades et des médecins. Car nombre de personnages dans Malo utilisent diaboliquement la médecine
pour arriver à leur fin. Et il n'est pas rare de voir de solides gaillards tomber malades et même mourir par la volonté de leur entourage et la complicité plus ou moins consentie du médecin, du prêtre et du notaire. Alors c'est le cas d'Hénéry dans Un beau-frère, mais c'est également le cas de Courteheuse, par exemple, dans Complice. Alors je ne donne pas toutes les citations, sinon je serais trop longue. Donc, dans un premier temps, je reviendrai sur la galerie des personnages. Dans l'œuvre de Malo, on croise beaucoup de médecins, et je n'ai pas eu le temps de reprendre toutes les œuvres, et j'ai uniquement regardé celles qui s'affichent sous vos yeux maintenant. Et dans l'ensemble, les médecins qui figurent dans ces romans-là, les médecins de famille en tout cas, jouissent d'une assez bonne réputation. Le docteur Kerfon, que je viens de vous présenter, le docteur Jouvenot dans Mère, le docteur Chaudon dans Les Besoigneux, un très beau roman, Les Besoigneux, je le rappelle pour tous ceux qui cherchent des lectures, font partie de ces médecins honnêtes, tout entiers au service d'autrui. En dehors de Paris, le médecin joue un rôle social important, illustré dans les premières pages des Amants par la présentation du vieux docteur Michon. Le docteur, comme on disait habituellement, était un vieux médecin de Brest, revenu dans son pays natal, dépenser les 10 ou 12 000 livres de rente qu'il s'était laborieusement amassés. Alors ça, c'est aussi très récurrent chez Malo, c'est cette idée que le pouvoir médical ne repose pas sur l'argent. C'est peut-être une bonne chose, hein, mais bon. Le médecin est pauvre, il n'est pas riche en tout cas, il n'est pas riche à hauteur du savoir qu'il a dû accumuler. Bon, c'est peut-être toujours vrai, hein. Le pouvoir du médecin ne repose pas sur l'argent. Médecin n'est pas la situation la plus idéale pour s'enrichir rapidement. Et quand on est fils de paysan, c'est encore plus difficile, comme le confie le docteur Saniel dans Conscience. Saniel insiste aussi sur la communauté des médecins, la dureté de cette communauté, tout comme celle des pharmaciens, qui ne voient guère d'un bon œil l'arrivée d'un jeune confrère. En plus, il est obligé de soigner gratuitement les pays, comme on disait, d'où la tentation, en particulier pour le docteur Saniel, de pratiques à la limite de la légalité pour s'enrichir. Alors le pouvoir médical, s'il ne repose pas sur l'argent, il repose en partie, et en partie seulement sur la science. Car Malo s'attache à décrire la part du non-scientifique dans le diagnostic. Davantage que le simple repérage des symptômes, c'est leur interprétation qui est présentée. L'accent est mis sur les orientations personnelles des médecins, leurs convictions intimes, leurs valeurs, leurs croyances. Ainsi, dans Mère, un chapitre entier, le chapitre 29, est tout entier consacré à cette question. Je le cite en partie parce qu'il concerne les aliénistes. Je vous ai mis la citation sur la diapositive. Quand Victorien, alors dans Mère, je rappelle un petit peu l'histoire, Victorien demande au docteur Jouvenot quel médecin aliéniste il lui conseillait d'appeler. Il lui conseillait d'appeler pour soigner son père qui en fait n'est pas du tout malade, mais le Victorien veut placer son père pour pouvoir hériter, enfin en tout cas avoir la tutelle sur l'argent de l'entreprise et sur l'entreprise. Donc il feignait une ignorance qu'en réalité il n'avait pas. En effet, il y avait beau jour qu'il s'était inquiété des aliénistes qu'à un moment donné il pourrait appeler pour soigner son père, et qu'il avait pris sur tous, sur leur capacité, leur probité professionnelle, leur manie et leurs prétentions, l'autorité qu'on leur accordait ou qu'on leur contestait, des renseignements assez précis pour faire un choix en toute connaissance. Il ne voulait donc ni de Patras ni de Louville. Patras parce qu'il croyait, un peu comme les religions, que la folie était engendrée par le vice et la dépravation, et Louville parce qu'il avait des intérêts financiers avec les maisons de santé et qu'il prenait l'internement à tout va. Il écartait aussi Samson, Camille, Pécœur, tandis qu'il acceptait Soubiran, médecin qui pourtant ne fait pas l'unanimité dans la communauté scientifique. Donc on voit et là c'est un thème qui avait déjà été abordé dans notre précédent colloque sur le métier d'écrivain de Malo, que Malo pratique aussi pour les médecins le retour des personnages. Puisque Soubiran et Patras,
Oui, c'est ça. Patras, c'est un des experts dans le Beaufort. Hélouville est même celui qui a accepté de l'argent pour modifier son diagnostic. Donc on voit à nouveau là le retour des personnages, qui est une pratique habituelle assez fréquente au XIXe siècle, et Malo bien sûr l'utilise aussi, puisqu'il n'y a pas de raison de se priver de ce procédé. Alors, donc un pouvoir médical qui est présenté de manière, disons, pas solide, pas positiviste, un pouvoir médical qui est présenté de manière fragilisée, et ce pouvoir médical est encore fragilisé par les difficultés que rencontrent les médecins à guérir certaines maladies. Alors, on en a parlé ce matin, c'est le cas de l'hérédité. Donc l'hérédité, les médecins ont l'air d'être un petit peu démunis devant cette maladie, et surtout de l'hypocondrie. Et ces deux maladies sont incarnées par le mari de Charlotte dont j'ai parlé ce matin. Mais il y a aussi une autre maladie qui revient très souvent sous la plume de Malo, c'est l'alcoolisme, qui est aussi d'ailleurs traité dans les hôpitaux, dans les asiles. C'est aussi le cas de l'alcoolisme dont souffre Thierry Dubuquois dans Les Besogneux, dont je parlais tout à l'heure. Et ce Thierry, qui est un héritier richissime d'une entreprise tenue par sa mère et sa tante, a été envoyé, il est enfermé à New York dans un hôpital pour ivrognes, parce qu'en France on n'avait pas l'équivalent et qu'on comptait beaucoup sur cette technique-là. Alors cet exemple-là a retenu particulièrement mon attention parce qu'il me semble qu'il est assez emblématique du fait que lorsque les médecins sont en faiblesse pour guérir une maladie, immédiatement cette faiblesse profite au pouvoir religieux. Dans ce roman-là, la mère et la tante sont très croyantes. Et il y a une très belle conversation entre l'oncle de Thierry, qui a été appelé dans une sorte de conseil de famille, l'oncle de Thierry, lui positiviste, qui pense que comme il n'y a pas de traitement, disons, avéré de l'ivrognerie, comme dit Malo, pense donc qu'il doute en tout cas de la guérison de l'alcoolisme. Et ces deux sœurs, la mère et la tante, elles disent ta science te trompe, elle nous blesse autant dans nos sentiments que dans nos croyances. Elles poursuivent la conversation en disant si ta science était infaillible, ça se saurait en gros. Hein. Donc ta science, ne ramène pas ta science, voilà, si on pourrait dire en langage populaire, parce qu'en fait, là, il y en a, pour le coup, il n'y en a pas.